Oui, l'interface d'accueil, on va le reprendre là. Voilà. On va aller sur l'indictateur, donc vous avez ce qu'ils appellent une management console maintenant qui est très bien faite puisqu'elle vous permet de tout faire, je dirais, à la souris. Moi je ne suis pas un champion des commandes. Et donc voilà, donc vous avez ce qu'on appelle des instances, c'est-à-dire vos machines qui tournent. Donc voilà, donc j'en ai une qui est arrêtée, j'en ai une qui tourne. Et vous avez ici, AMI, c'est des machines déjà toutes préparées. Alors soit vous les avez préparées, soit aujourd'hui tous les constructeurs de logiciels vous fabriquent la machine avec le bon logiciel, vous avez le tout fait, etc. Donc vous choisissez dans vos AMI, vous choisissez une machine, parce qu'il y en a des dizaines de milliers, vous prenez des publics images, vos plateformes, je ne sais pas, je veux une machine WordPress par exemple, bon, je veux une machine WordPress, voilà. Donc on en trouve un paquet, alors je cherche si on a une prise pleine, et une avec Ubuntu, machin, 10.04, ok, bon, et bien à ce moment-là, je vais tout simplement la lancer. Je vais cliquer sur Launch, là, et automatiquement, il va prendre cette machine, alors il va poser quelques questions à la con, quel type de machine vous voulez, alors moi j'ai pas de moyens, je prends une micro-machine, dollars, et à sortir de Paris, et voilà. Et donc voilà, et ensuite je dis continue. Alors je vais dire c'est une WordPress pour la retrouver, parce que si j'en avais quelques milliers, ils vont mieux l'attaquer. J'ai mis au mauvais endroit, c'est facile de faire ça. Donc voilà. Et puis continue. Alors j'ai mes KFR, c'est mes clés SSH, activant mes pages sont des fabriques, et puis mon groupe de sécurité, c'est-à-dire les règles de mon firewall, et puis voilà, et puis maintenant, là, c'est parti. Voilà. Et donc maintenant, si je vais dans mon instance, je viens de lancer une nouvelle machine, voilà. Donc je viens de lancer une nouvelle machine, qui est permis, mais en train de démarrer. Et ça va être, dans 30 secondes, ça va être vert, et je me connecte, et ça marche. Alors c'est du SSH avec clé, c'est-à-dire qu'il vous oblige, ce qui est très bien d'avoir une clé SSH. Mais de toute façon, après, vous le machine, vous en faites ce que vous voulez, vous avez contrôlé le terminal. Alors maintenant, ça y est, elle marche. Donc, je vais regarder cette machine. Donc, ils m'ont attribué une adresse clé. Voilà. Hop. Un DNS, voilà. Donc, public DNS, voilà. Donc je vais le mettre dans mon navigateur. Voilà. On va aller dans le navigateur. Voilà. Et les groupes de sécurité sont mais non, mais parce qu'il est, moi je l'ai dit avec donc voilà, donc non, voilà. Donc j'ai ma machine et j'ai mon WordPress. Voilà. J'ai mon WordPress qui marche. Donc, vous faites l'expérience, vous allez dans une entreprise, quelle qu'elle soit, vous avez une machine, c'est combien? 3 semaines, 6 semaines? C'est largement. Donc aujourd'hui, l'informatique dans les grandes entreprises, pourquoi ça coûte si cher, c'est finance? C'est parce qu'ils utilisent que des méthodes qui datent de 20 à 30 ans et qui n'ont pas été adaptées. J'ai fait une application qui est la problématique prochaine du courrier. On tape toutes les enveloppes, on les gère 60 millions par jour. À la poste, il y a 50 ans. Il y a 1500 machines. Il y a 50 centres avec une trentaine de machines. Je ne peux accéder que à le reste.
tout ça, on le gère avec Coupet, en déploiement. Il y a un serveur sur lequel je me dis, je la mets, une demi-heure après, sans interrompre, parce que c'est des centres de stream qui tournent 24 heures sur 24, maintenant on s'arrête entre samedi 8 heures du soir, et dimanche 8 heures du soir, mais tout le temps il fonctionne, et donc on met à jour l'ensemble du système, l'ensemble des machines, il y a un endroit, il n'y a rien à faire, tout est automatique. Et les gens, quand ils font un système, ils m'avaient dit, c'est quoi les commandes pour le faire fonctionner? Je leur dis, on ne peut pas vous faire l'interface pour lancer le système, le faire démarrer. Dans mon système, c'est comme un serveur web, vous mettez des lettres dans votre machine de prix, vous appuyez sur le start, etc. Et on ne s'occupe pas de rien. Mais les gens, ils voulaient une interface pour comme ils ont fait le système. Ok, question. Merci. Vous utilisez quoi comme serveur web en général? Disons que quand vous travaillez dans les grandes entreprises, vous avez une marge de manœuvre étroite. Parce qu'il faut trouver des gens qui ont des compétences sur un sujet donné. Pourtant, c'est facile de trouver le spécialiste NGX, machin, tout ça, qui va. Mais dans une entreprise, c'est des projets qui impliquent toujours des centaines de personnes. Donc, on ne peut pas. Donc, moi, j'ai essayé de simplifier les choses. Donc, on utilise. Donc, moi, j'ai pris Ubuntu, surtout pour la raison de l'automatisation avec les pastilles. Et donc, qui est quand même une révolution pour installer et désinstaller des packages, parce que chez d'autres distributions, c'est vraiment l'horreur. Donc, ensuite, on a mis du Apache, puisque c'est standard, avec du PHP, et généralement du MySQL pour les données. Néanmoins, on s'en moque. Dans mon architecture, je ne vois le système que par du REST, que par des get et des post-REST. Donc, derrière un get et un post-REST, que j'ai un fichier plat, que j'ai une base de données, et d'ailleurs dans le système on a changé pour le centre national qui doit garder 15 jours les enveloppes, j'ai 1 milliard d'enveloppes de chaque enveloppe. On avait eu plusieurs systèmes, on avait commencé par un système de Oracle qui n'a pas marché, on a pris ensuite celui de DB qui ne marchait pas non plus, les performances annoncées par IBM n'étaient pas bonnes, et finalement on a terminé avec Memcache et MySQL. Mais tous ces changements, il n'y a pas eu à changer le livre dans le programme, on a changé juste la partie moteur. Donc quand on fabrique un système, il ne faut surtout pas s'appuyer sur les produits, il faut s'appuyer sur des standards. Et ensuite, bon après ça devient de la tactique. Aussi en rêve par les plus crânes, mais en rêve, vous faites les choses ce sont les XML, vous les faites pas en JSON. Je ne sais pas la mesure, mais alors, oui, alors. Je sais ce que vous allez me dire, puisque ces objections-là, je les ai en permanence, je vous les confirmer. Les gens qui les choquent dans le XML, dans le XHTML, parce que pas que du XHTML, ils disent mais c'est verbeux, c'est machin, c'est ci, c'est gros, ça prend de la place. D'abord, c'est complètement faux. C'est-à-dire que dans ces systèmes, ces problèmes-là, on ne comprend pas. D'ailleurs, dans le web, le HTML qui sert au web, jamais personne n'a dit que c'était trop gros, qu'il fallait continuer, etc. Donc moi, c'est pas du XML, mais c'est du XHTML. C'est-à-dire que l'avantage de vous manipuler les documents, surtout si vous mettez des microformats à l'intérieur, vous avez des documents que n'importe qui peut lire, écrire, comprendre sans qu'ils aient d'adhérence avec le système. C'est une notation qui est un peu à la con, qui a qu'un seul intérêt, c'est comme c'est du JavaScript, des données JavaScript, ça permettait, parce que maintenant ça permettait de bypasser le problème qu'on avait quand on était sur un serveur, d'aller chercher des données en XML, HTTP, request sur un autre serveur. Donc en faisant ça sous forme de JavaScript, on contournait le truc. Mais le JSON, c'est une optimisation stupide. Il faut garder quelque chose de lisible, etc. Je dirais que si vous avez un service web, si jamais
quelqu'un veut du JSON, ça lui fait plaisir, qui travaille en JavaScript côté client, bah, peut lui faire un web service en rajoutant un paramètre machin égale JSON, il faut la place lui envoyer du XML, il faut envoyer un JSON, mais il ne faut surtout pas l'utiliser comme étant un élément de conception parce que c'est pas bien, il garder la lisibilité et la structure du HTML. En même temps, les API Google ou YouTube, c'est qu'on disait la plupart du temps, ils sont même Google Maps, c'est du JSON. Mais parce que eux, ils ont le problème que j'ai cité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis en XML HTTP request, je ne peux pas aller sur un site qui n'est pas celui d'où la page m'a été servie. Donc le JSON permet de contourner ça. Donc, en attendant qu'il nous fasse quelque chose de propre dans les futures versions HTML5, pour indiquer quels sont les cycles de notre données. Mais autrement, je dirais, d'un point de vue d'une optimisation locale, on peut dire qu'il y a, qui est pas gênante, hein, mais il ne faut pas l'utiliser comme étant un élément de conception de système. Voilà, un problème, il est infecté des espaces de nom. Et l'espace de nom, c'est une mauvaise chose. C'est très bizarre, mais le fait que j'ajoute des appétits. Le HTML5, maintenant, justement, le HTML5, c'est le problème des SP, le HTML5, maintenant, on utilise d'ailleurs Capital System, on a utilisé le HTML5 parce qu'il apporte un certain nombre de tags, de nouveaux tags de structuration qui sont très intéressants, hein, les sections, les machins, les articles. Donc, je veux dire, c'est du détail. Hein. Quand vous faites des grands systèmes comme ça, j'ai le problème pour mon milliard d'enveloppes qui sont en XHTML, les gens disent ça va prendre la place, les machins, ça va pas être performant et tout. On a fait des tests en disant on va zipper, parce que quand vous zippez du XHTML, vous divisez par grosso modo la taille des trucs simplement avec un cycle. Mais ça ne change rien, ça ne change rien au performance du système, ça simplement ça complique un peu les choses un peu partout. Donc je dirais, quand on fait un système, il ne faut pas se préoccuper de ce niveau de détail, il faut rester au traitement générique, ensuite s'il y a un problème ponctuel de performance ou autre, il faut toujours le temps de donner tout ce qui va bien pour le passer. On lui donne un déclic, on va pas refaire. Oui, bien sûr, on ne peut pas le passer, tandis que tous les traitements qu'on fait sur le serveur d'application, on a une structure, une fois HTML, et on accède directement aux données avec l'XPath. C'est une révolution, puisque vous baladez comme vous voulez dans le stade de données avec l'XPath. Ça, c'est une vraie révolution. Si vous avez le donné la JSON haute, si vous avez des tableaux, machin, Toujours, je suis. simplifiant. Sur la disponibilité déjà. Et ouvrir un document XHTML dans votre éditeur de texte préféré, même s'il a la coloration contextuelle, c'est magnifique. Mais non, mais moi je dis. Mais donc, je vous dis. Mais vous avez un autre service, un type de données. Au contraire. Je garde ma sémantique et je l'affiche. J'ai rien à faire sur l'échelle. On voit il y a des comportements d'un système derrière ça. Si on a N couches une derrière les deux, et la dernière couchette qui est en relation avec la chaîne signal, et moi, toutes les optimisations sur les données vraiment, je les fais réaliser, j'ai gagné un bon temps, c'est important. Maintenant, sur lesquelles je suis plus confondu sur scène, il y a d'autres notions qui sont vachement importantes. Et ces notions-là, on a besoin de plus de sous-notions pour le moment. Et je vous pose une question pour défendre tout ça. Ouais. Il y a surtout des gens très importants, il y a un débat très important, qui était l'intégration des 3 mois, qui était sur la question précisément des API qui sont d'accord pour répondre soit en XML, soit en JSON, et c'est une bonne idée. Et il y a un contre-argument incroyablement puissant sur le fait que donc je choisissais les banques. Je choisissais sur le type HTML, je choisissais le JSON, je ne sais pas, et je fais tout. Mais je laisse ça pour des gens parce que c'est... on va continuer, peut-être on va faire la pause, non? Je sais pas. On va faire la pause? J'ai les gars la pause, on fait la pause.